Vous connaissez quelqu'un qui se fait accompagner par ChatGPT pour son développement personnel ou peut-être même pour une thérapie? Ben moi, j'en connais. Et ce qui m'a jeté par terre, c'est que les commentaires que j'ai reçus, c'est que c'était bien. Parce que ChatGPT avait beaucoup de connaissances en psychologie et que ChatGPT était capable de montrer de l'empathie. La personne m'a dit « Ouais, mais même si c'est artificiel, c'est pas grave, c'est gratuit, c'est disponible, ça fait mon affaire, et puis ça m'a fait du bien. » Mon Dieu, dans quel monde on s'en va? Tu fais partie de ceux et celles qui se donnent corps et âme, que ce soit au travail, avec tes amis, ta famille, tes enfants, ou peut-être même avec tes parents vieillissants. Et toi, dans tout ça? Tu te demandes parfois, est-ce que je vais trop loin? Est-ce que je suis en train de m'épuiser? Est-ce que j'arrive à vraiment bien prendre soin de moi? Si tu te reconnais, c'est que tu es au bon endroit ici. Un impératif. Prends soin de ton feu. Je m'appelle Pierre Saint-André. Depuis plus de 40 ans, j'accompagne, je guide et je soutiens des personnes en quête d'équilibre, en quête de sens et de compréhension de soi. Pendant un moment, permets-moi de marcher avec toi pour que tu puisses, pendant longtemps, offrir toute ta lumière sans perdre ton feu. Vous et moi, on constate que ça change rapidement, surtout depuis l'avènement de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, nommément ChatGPT, qu'on a vu arriver il y a quelques années déjà, et qui vient tout bouleverser, surtout avec le fait que ça se développe dans une rapidité, avec une rapidité incroyable. Ce qui fait qu'on a l'impression de toujours courir derrière tous ceux qui développent. La première critique que j'ai sur ce développement, comme d'habitude, parce que ça n'a pas changé et ça fait longtemps que c'est comme ça, sur le plan technique ou scientifique, on essaie des choses, on développe, et lorsqu'on réalise, on se dit, ben allons-y, mettons-le en marché. Mais on ne se pose pas de questions sur les conséquences. Pensons au téléphone cellulaire qu'on met entre les mains des enfants de plus en plus jeunes. J'ai entendu parler d'enfants de 5-6 ans qui ont un téléphone cellulaire. Maman! Ça me fait mal au cœur. Donc, je vous en parle parce que la semaine dernière, j'ai vu un article passer. C'est une étude qui démontrait que des gens qui ont suivi une thérapie de 4 rencontres avec ChatGPT qui avait été programmé pour la cause et qui ensuite ont été accompagnés par un thérapeute pour également 4 rencontres, la grande majorité des gens ont été plus satisfaits avec l'intelligence artificielle qu'avec un être humain. Et j'ai découvert un autre site Internet, Yahoo, Y-I-A-H-O, pas pour faire la publicité, mais vraiment pour vous permettre de prendre conscience de tout ce qui se développe. Sur Yahoo, on trouve un coach sportif, un psychologue, un sexologue, et même si vous êtes en quête spirituelle, vous pouvez trouver un prêtre, un imam ou un rabbin. Lorsque je vous dis tout ça, vous réagissez comment spontanément? Et si je vous dis, êtes-vous intéressé à être accompagné par une machine? Juste le mot machine, ça va vous rebuter, évidemment. Mais si ces machines ont développé les algorithmes qu'il faut pour traiter beaucoup d'informations afin de vous donner des bonnes réponses, de vous reconnaître dans ce que vous êtes, ça peut être séduisant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de regarder les bénéfices de l'intelligence artificielle au niveau de l'accompagnement, les limites, de regarder aussi dans un troisième temps qu'est-ce qui fait que l'accompagnement humain est unique. On regardera aussi l'impact qu'on peut envisager sur la génération bêta, c'est-à-dire ces jeunes qui sont en train de naître 2024, 2025. Et finalement, je vous propose une conclusion sur une collaboration possible entre l'humain et la machine. Abordons les bénéfices. Évidemment, il y a la question de l'accessibilité 24 heures, 7 jours par semaine. C'est un des grands atouts de l'intelligence artificielle parce qu'il n'y a pas de limite, contrairement à un accompagnement humain qui, lui, est limité par des horaires de travail, des disponibilités personnelles. Le chatbot, parce qu'on parle toujours d'une machine, c'est toujours disponible. Jour et nuit, ça offre un énorme avantage pour les personnes qui sont confrontées à des moments de stress ou de détresse en dehors des heures normales de travail ou de disponibilité d'un être humain. Et ça peut être même pratique pour quelqu'un qui est en décalage horaire à l'extérieur.
L'autre avantage, ce sont les réponses rapides et immédiates. L'intelligence artificielle, évidemment, ça offre cette rapidité, cette immédiateté qui est particulièrement attrayant pour les personnes qui recherchent des informations rapides, des conseils pratiques ou une assistance ponctuelle pour un problème émotionnel ou de gestion de stress ponctuel. Un autre avantage qui est énorme, c'est cette sensation d'avoir une relation personnalisée. Évidemment, l'intelligence artificielle, elle donne l'impression de ressentir des choses parce qu'elle vous écoute. Elle prend toutes les données que vous lui donnez, pardon pour la duplication du mot, elle apprend à partir des interactions avec vous pour ajuster ses réponses en fonction de votre style de communication, pour adapter les recommandations selon les tendances observées en offrant cette expérience très individualisée. Mais ce sont les algorithmes qui font ça. C'est calculé, ce sont des calculs, je vous le rappelle. Il n'y a rien de naturel ou de spontané. Autre avantage, c'est que grâce à l'apprentissage machine, on va l'appeler comme ça, au traitement des données qui sont massives, l'intelligence artificielle, elle peut rapidement analyser votre modèle de comportement pour vous proposer des solutions adaptées basées sur des milliers, voire des millions de cas similaires. Dans ce sens, l'intelligence artificielle elle peut proposer des solutions standardisées, optimisées, et on est tous à la recherche de cette forme de performance, je vais dire. Donc, l'intelligence artificielle thérapeutique peut aider à la détection précoce de troubles émotionnels ou de comportements à risque. Et ça, c'est un réel avantage. Alors, avec les bénéfices que j'ai nommés, est-ce que ça vous donne envie d'essayer ce genre d'accompagnement? Je ne sais pas. Prenez le temps de répondre. Et je vous le dis, ça va se développer encore plus et on aura encore plus l'impression d'être bien accompagné. Pourtant, il y a des limites et j'aimerais qu'on en parle. Avant d'aborder les limites, j'aimerais prendre juste quelques secondes pour vous parler du terme intelligence artificielle. Si je vous disais, ou si je vous demandais, seriez-vous prêt à vous faire accompagner par une machine très, très, très sophistiquée avec des algorithmes qui vont vous donner des réponses? Je crois que juste d'utiliser le terme machine, ça vous rebuterait. Je crois que personne ne veut se faire accompagner par une machine. Mais si on parle maintenant dans notre langage d'intelligence artificielle, même si c'est artificiel, on a l'impression qu'il y a une intelligence derrière. Et c'est une illusion. L'illusion, elle est très, très bonne, très bien faite, mais c'est quand même une illusion. Ce n'est pas une personne qui est derrière, c'est une machine. Ce qui amène à parler de la première limite, c'est-à-dire l'absence de connexion réelle, émotionnelle. L'intelligence artificielle ne peut pas éprouver d'émotion, elle ne peut pas offrir de réelle empathie. L'intelligence artificielle peut simuler une écoute active avec les interactions, elle peut analyser des mots-clés pour ajuster les réponses. Elle ne peut pas cependant ressentir la détresse ou la joie de la personne qu'elle accompagne. Dans une relation d'accompagnement, cette absence, ça devient un vide et à la longue, ça peut être plus dommageable, à mon sens, que bienfaisant. Une deuxième limite importante, c'est l'automatisation, les réflexes programmés de l'intelligence artificielle, même si elle est extrêmement sophistiquée, elle analyse des données, elle identifie des schémas, mais elle ne peut pas percevoir la subtilité des interactions humaines. Je vous donne un exemple. Dans un contexte de thérapie, d'accompagnement, un simple silence, une pause, une hésitation dans la voix, ça peut être un indice très, très important pour celui ou celle qui accompagne. Je vous donne un exemple. La semaine dernière, j'accompagnais une femme qui me confiait des choses vraiment importantes et difficiles. Et la seule réponse que je pouvais offrir, c'était un silence, mais un silence de présence, un silence d'accueil. Et ce silence a permis une ouverture sur la vulnérabilité, sur une communion ensemble, ce qu'une machine ne peut pas faire. La troisième limite découle naturellement des deux premières, c'est l'illusion du lien. Et soyons vigilants parce que cette illusion, elle peut être très, très, très efficace. Ça me fait penser un peu
vous savez, les lunettes de réalité virtuelle. Je ne sais pas si vous avez déjà tenté, mais c'est très déstabilisant pour le cerveau parce que tous nos sens, ils sont impliqués et on a vraiment l'impression d'y être. L'intelligence artificielle au niveau de l'accompagnement peut nous donner cette même illusion de relation. Mais il faut se rappeler que ces chatbots, ces machines, elles peuvent donner l'impression de nous écouter. Elles peuvent nous donner l'impression d'être empathiques avec nous, mais derrière, il n'y a personne. Ce sont des réponses, oui, mécaniques, malgré l'illusion, je vous le redis. Ça peut conduire à des déceptions profondes, ça peut ramener à des vides existentiels où la personne va finalement se dire, dans le fond, je suis tout seul. Il n'y a personne avec moi pour ressentir ce que je vis. Il n'y a vraiment personne pour vivre les émotions avec moi, pour communier avec moi. C'est un des aspects de notre humanité qui est très important, la communion, être ensemble. Ce qui m'amène à une quatrième limite que vous allez sans doute reconnaître aussi, c'est le manque de sensibilité, je vais dire aux valeurs spirituelles. Et je ne dis pas aux valeurs religieuses, je distingue vraiment les deux. La spiritualité, votre vie spirituelle, elle est profondément subjective. Ce sont vos expériences, c'est votre cheminement intérieur qui est unique. Ce sont parfois des moments d'introspection, de connexion intime avec des valeurs beaucoup plus élevées, des expériences parfois de conscience modifiée. On s'entend que les machines, elles ne sont pas là du tout. Elles ne peuvent pas incarner ce plan, cette dimension spirituelle. Elles restent, ces machines, déconnectées de l'expérience humaine profonde qui, très souvent, sous-tend une quête existentielle. Quel est le sens de ma vie? Là-dessus, je fais une parenthèse. Peut-être qu'un jour, on se retrouvera avec des robots qui se poseront la question sur leur propre existence. Mais on n'est pas là encore du tout. Conscient que je n'ai pas fait tout le tour de la question, je vous ramène le dernier point, la dernière limite pour moi qui est absolument fondamentale, c'est la question de la confidentialité. L'intelligence artificielle, on le sait tous, ça repose sur des données qui doivent être collectées pour fournir un accompagnement le plus personnalisé possible. On en a parlé tout à l'heure. Mais, il y a un super gros mais. Peut-on vraiment faire confiance à un système qui stocke et analyse nos données personnelles? L'aspect de la confidentialité et de la sécurité des informations, ça va demeurer un enjeu majeur. On m'a dit souvent, il y a des formateurs que j'ai eus en informatique, en réseaux sociaux, qui disaient « Soyez toujours conscient que lorsque vous mettez quelque chose sur Internet, sur le web, c'est comme si vous l'affichiez sur un panneau publicitaire. Tout le monde peut y avoir accès, même si on vous dit que c'est confidentiel. » Donc, imaginez un patron qui a accès à votre problématique. Ou imaginez une compagnie d'assurance qui a accès à vos informations. Un peu terrifiant. Et finalement, est-ce qu'on est sûr et certain que ces intelligences artificielles vont vraiment nous faire les recommandations les plus adaptées quand on sait que les algorithmes, par exemple de Facebook, s'organisent pour vous présenter des choses bien particulières dans un objectif bien particulier. Les intelligences artificielles nous offrent, on l'a vu, beaucoup d'avantages et elles ont des limites. Mais revenons à ce qui fait de nous des êtres absolument exceptionnels. L'accompagnement humain repose avant tout sur une connexion vivante entre deux personnes. Contrairement à une intelligence artificielle, un être humain c'est capable d'éprouver, de ressentir la joie, la tristesse de l'autre, cette communion dont je vous ai déjà parlé qui est tellement essentielle. Partager des émotions, des sensations, ça crée un lien véritable qui ne se limite pas qu'à des mots ou à des réponses toutes faites ou programmées. Je vous donne donc quelques exemples de ce qui fait l'aspect unique de l'accompagnement humain. Je vous partage ici les 4 piliers que je considère comme les caractéristiques fondamentales de ce qu'est un être humain dans l'accompagnement. Le premier pilier, pour moi, c'est l'empathie. J'en ai parlé comme manque au niveau des machines, mais au niveau de l'être humain, c'est une capacité extraordinaire où est-ce que nous, on peut ressentir ce que l'autre traverse. C'est un des plus puissants moteurs de l'accompagnement humain. Ce n'est pas artificiel.
parce qu'on sent la résonance. C'est une empathie aussi qui crée un espace de sécurité où l'autre se sent vu pour vrai, entendu concrètement et compris dans toute sa complexité. Une empathie comme ça permet de reconnaître ensemble des moments de doute, de tristesse, de joie, de les accueillir sans jugement et de laisser, tout à l'heure j'en ai parlé un peu, de laisser des espaces, du silence pour qu'un travail se fasse, autant chez celui qui est accompagné que chez celui qui accompagne. Parce que lorsqu'on accompagne, on a aussi parfois besoin de ces moments de silence pour intégrer ce qui nous impacte, se replacer et être encore mieux habilité à accompagner l'autre. Ce qui amène au deuxième pilier qui est pour moi la co-création du chemin. On crée ensemble, on invente ensemble cet accompagnement. C'est là aussi que je me souviens avec ma psychologue, on parlait d'alliance thérapeutique. C'est effectivement une alliance, on fait œuvre commune. C'est pas seulement un échange de réponses et de solutions, c'est un processus où tous les deux, on est dans cette dynamique vivante et en constante adaptation. Celui qui est accompagné, je vous le rappelle, n'est pas seulement le récepteur passif de conseils, c'est aussi un acteur de son propre chemin et cette interaction, elle est absolument essentielle. Ça m'amène au troisième pilier qui est aussi très important, même fondamental, c'est l'intuition comme outil puissant d'accompagnement. L'être humain a cette capacité unique qu'on appelle l'intuition, pour guider et accompagner l'autre. Là où l'intelligence artificielle fonctionne à partir de données et d'algorithmes, l'intuition humaine, elle, capte des éléments invisibles à la logique. J'en ai déjà parlé. Souvent, c'est essentiel dans un accompagnement. Un accompagnant qui peut percevoir des tensions émotionnelles subtiles qui se manifestent dans un trait de visage, dans un clignement d'œil, dans un sourire un peu tout croche, je vous le dirais comme ça, lire entre les lignes des mots prononcés, et ajuster son approche en fonction de ce qu'il ressent intuitivement. Ça, la machine présentement ne peut pas faire ça. Est-ce qu'elle y arrivera un jour? Peut-être. Mais présentement, nettement, non. Cette connexion invisible, elle est à des niveaux plus profonds et c'est un atout que la machine ne pourra pas remplacer. Le quatrième et dernier pilier pour moi, c'est la résonance émotionnelle, qui est une source de guérison en elle-même. Je m'explique. Prenez deux diapasons qui sont à la même fréquence. Vous les mettez à une distance de 30 cm l'un l'autre. Si vous frappez le premier diapason, il va faire vibrer l'autre parce qu'ils sont sur la même fréquence. Dans l'accompagnement, on retrouve parfois exactement le même phénomène. Celui qui accompagne et celui qui est accompagné se retrouvent dans un espace de résonance qui devient curatif. Celui qui est accompagné se sent compris, sent que quelqu'un partage avec lui sa douleur, sa joie. Et ça devient un espace de guérison parce que c'est un espace de sécurité émotionnelle où celui qui est accompagné peut non seulement ouvrir ses parties vulnérables, mais il peut aussi entendre des nouvelles pistes de compréhension à l'intérieur de lui-même, des nouveaux chemins. Et il se sent soutenu au-delà des mots. Une machine, ça ne peut pas faire ça. Ce type de résonance, ça ne peut pas émerger d'une machine. Ce n'est que dans une relation humaine que ça arrive. Et j'ouvrirai juste un peu sur la question de la relation énergétique. Parfois, dans l'accompagnement, on sent, sans qu'il y ait de mots, ni de l'accompagné, ni de celui qui accompagne. On sent qu'il y a quelque chose. On détecte une énergie, positive ou négative, ou difficile, ce qui permet, dans cette résonance énergétique, d'ouvrir des chemins, des pistes de réflexion qui mènent un peu plus loin. Voilà ce que j'entends par la résonance émotionnelle qui ouvre sur la guérison. Après avoir nommé les bénéfices très avantageux de l'intelligence artificielle dans une première partie, avec aussi les limites qui accompagnent ces avantages, après avoir dégagé les 4 piliers pour moi qui forment l'accompagnement humain, je me dois de faire cette réflexion avec vous sur la génération qui naît
dans cet environnement technologique. Cette génération, on l'appelle la génération bêta, la génération qui suit la première, c'est-à-dire la génération alpha. Donc, cette génération bêta grandit, entourée d'outils technologiques très performants. Est-ce qu'elle pourrait progressivement, ça c'est ma question, et ça me touche, est-ce qu'elle pourrait progressivement perdre de vue certaines nuances essentielles dans la communication humaine? Je le vois déjà chez certains ados, ça m'inquiète. Si un enfant cherche constamment du réconfort ou des conseils auprès d'une intelligence artificielle, est-ce qu'il pourra reconnaître dans une interaction réelle la richesse d'un sourire réconfortant ou la sincérité d'un regard compatissant? Est-ce qu'il va pouvoir établir des relations humaines profondes en vieillissant, en devenant adulte, dans lesquelles on retrouve des imperfections, la vulnérabilité et l'émotion partagée qui sont des fondements essentiels de la relation humaine? Je me pose la question parce que j'ai entendu encore mon frère récemment qui me parlait de ces jeunes qui viennent postuler pour travailler dans son entreprise. Et il est toujours aussi surpris de voir comment ils ont de la difficulté à entrer en relation lors de cette entrevue, au niveau du regard, au niveau des paroles. Est-ce qu'on est en train de former des personnes handicapées relationnelles? Et plus loin, est-ce qu'on va former des personnes handicapées spirituelles, dans le sens que la dimension spirituelle de l'existence, ça repose en grande partie sur la connexion à soi-même, aux autres et à plus grand que soi. Mais pour la génération bêta, cette connexion spirituelle, elle pourrait être compromise par la domination de l'intelligence artificielle dans leur vie quotidienne. Je sens que ça me touche profondément. Je m'arrête ici parce que si ça me le fait, j'imagine que ça vous le fait aussi. Donc, on va remonter un peu pour pas déprimer dans cet épisode. Et j'aimerais vous donner quelques pistes pas de réflexion, des pistes d'action. En famille, peut-être même au travail ou peut-être à l'école, des choix à faire pour préserver notre humanité dans tout ce courant de relations presque permanentes avec la technologie ou avec même l'intelligence artificielle. D'abord, je vous invite à choisir de créer des espaces sans technologie, des moments à la maison, à l'école, peut-être au travail, des moments où on se retrouve ensemble, peut-être simplement pour jouer. Il y a longtemps que vous vous êtes arrêté pour jouer, vraiment simplement jouer, même avec vos ados. Jouer pour le plaisir. Ou résoudre des problèmes ensemble, sans l'intervention d'écran. Deuxième suggestion, choisir de mettre en place un rituel d'arrêt, de moments ça peut être de méditation, ça peut être de pleine conscience, ou ça peut être de discussion en famille, où chacun peut partager ce qu'il ressent pour accueillir les émotions, pour accueillir ce qui se passe à l'intérieur, avoir ce moment d'introspection sans technologie. Et finalement, deux points qui sont difficiles, c'est apprendre à s'ennuyer, aller à la salle de bain sans téléphone, sans tablette. Bon, ça a l'air simple, mais on est souvent là-dedans. Apprendre à apprivoiser le silence, le faire une fois de temps en temps, se donner des moments de lecture d'un livre ou d'une revue ou d'une bande dessinée, peu importe, mais pas un écran. Écouter de la musique, mais ensemble, pas seulement au casque. Bon voilà, ce sont quelques suggestions. Je vous le répète, je suis conscient que c'est difficile, que c'est un vrai défi avec nos jeunes, avec nos ados, et pour nous-mêmes, j'avoue. Mais c'est un choix. Et choisir, c'est renoncer à certaines choses. Mais je vous rappelle, on choisit la vie, on choisit la relation, on choisit de protéger quelque chose d'essentiel qui, comment vous dire, que je sens en danger. Il faut être en action dans des petites choses. Et là où on peut intervenir, c'est dans notre quotidien. Pour aborder ce dernier point un peu plus léger et nous mener à la conclusion de cet épisode, je vous suggère une allégorie
pour parler de la collaboration possible, la collaboration harmonieuse entre l'intelligence artificielle et l'intelligence du cœur, entre le robot, la machine et l'être humain au niveau de l'accompagnement. Imaginez, vous vous retrouvez dans une forêt dense, un lieu où chaque arbre, chaque ombre, chaque son est nouveau et parfois déroutant. À vos côtés, il y a 2 compagnons pour vous aider à traverser cette forêt. Un robot, une intelligence artificielle, ultra performante, et un humain bienveillant, vieillissant, peut-être un peu cerné. Le robot a toutes les données en mémoire. Il connaît chaque sentier, chaque itinéraire possible. L'humain, lui, ne connaît pas parfaitement la forêt, mais il l'a marché beaucoup. Il la connaît autrement, il la connaît d'expérience. Et il a quelque chose de plus subtil. Il ressent l'atmosphère de la forêt. Il perçoit aussi votre fatigue, vos doutes, vos questions, vos espoirs. Le robot, l'intelligence artificielle, avec ses algorithmes complexes, avec ce que vous lui donnez comme information, peut guider. En fait, elle vous guide avec pas mal de précision. Elle sait calculer la distance exacte à parcourir et vous propose toujours la solution la plus efficace, qui n'est pas nécessairement celle qu'il faut suivre. Ses conseils sont rapides, précis et basés sur des millions de parcours similaires qu'elle a analysés. Mais alors que vous avancez, surprise, une brume épaisse envahit la forêt et vous vous retrouvez dans une situation imprévue, une situation que même l'intelligence artificielle n'avait pas anticipée. C'est là que vous vous retournez vers l'humain, cet être presque banal qui marche à vos côtés. Cet humain, lui, ne connaît pas tous les chemins à l'avance, mais il ressent ce que vous ressentez. Il peut percevoir que, bien que la route soit difficile, ce moment est une opportunité de pause, de réflexion, une opportunité pour ralentir le rythme, pour mieux avancer. Il vous offre des moments de silence. Il ne s'agit pas maintenant de traverser rapidement la forêt, mais de vivre cette traversée, d'apprendre de la forêt et d'apprendre sur vous-même. Il est capable, cet accompagnateur humain, de ressentir votre hésitation, de vous encourager dans les moments de doute et surtout, de marcher à vos côtés avec une véritable empathie. Je suis avec toi, je marche avec toi, et vous le ressentez. Le lien s'installe dans la sécurité, et tout ça fait une différence. Il vous offre donc ce lien humain, un soutien émotionnel authentique, une compréhension partagée et une compréhension des défis auxquels vous faites face parce que lui aussi a marché le chemin, peut-être pas le même que vous, mais il connaît les sentiers de cette forêt. À la fin de cette traversée, vous réalisez que le robot vous a été utile. Cette intelligence artificielle vous a donné vraiment un bon coup de main. Mais l'essentiel se trouvait dans la présence humaine, qui a donné un sens plus profond à votre expérience et qui vous a permis de vous découvrir encore plus comme être humain. J'aimerais conclure en vous disant d'abord merci de vous être rendu jusqu'au bout de cet épisode. Pas nécessairement facile au niveau du sujet, des remises en question, de ce que ça suscite en nous. Je vous invite à prendre soin de vous, à prendre soin de votre humanité et je vous invite cette semaine à choisir, autant que faire se peut, la relation avant la technologie. Et finalement, nourrissez ce qui fait que nous sommes des êtres humains. Nourrissez votre capacité à créer, votre courage à avancer, votre calme, votre capacité à être en lien, ce que vous offrez de meilleur en termes de présence, de patience et de persévérance. Merci pour ce que vous êtes. Merci d'être à l'écoute et je vous souhaite surtout une bonne semaine en prenant bien soin de vous.